Yes, I. Bienvenue sur Cimarron. Je vais vous présenter ce format-là sur Yaro Mahmoud. Alors, quand j'étais au Sénégal, on dit pas Yaro. Ça, c'est la déformation anglophone en fait. Ils l'écrivent comme ça. Mais en fait, quand on est au Sénégal et qu'il y a des origines Peul chez certaines personnes, on va entendre ce nom Yoro. Ce E dans les documents que je vais montrer, ils écrivent ou ils disent Yarrow ou Yarrow. Donc c'est parti pour Déporté africain numéro 5. À première vue, il peut sembler que la personne dans ce tableau est un homme moyen et ordinaire. Mais il était tout à fait extraordinaire. Yarrow, 1736 à 1823, a été amené en servitude de Guinée de l'Afrique de l'Ouest au Maryland, voir la carte, probablement vers 1752, quand il est un adolescent au moment où ce portrait a été fait. Il avait enduré 45 ans d'esclavage, a gagné sa liberté, possédé une maison à Georgetown, maintenant un quartier de Washington, D.C. Yoro Mahmoud savait lire et écrire l'arabe, parlait anglais et pratiquait fièrement sa foi islamique. À l'hiver 1818-1819, l'artiste américain Charles Willson Peale, 1741-1827, s'est rendu à Washington, la capitale nationale, pour créer des portraits de personnalités éminentes, dont le président de l'époque, James Monroe, et futur président Andrew Jackson, pour une exposition dans son musée de Philadelphie. Lors d'une visite à un ami à Georgetown, il a entendu parler de Yoro Mahmoud. Il avait, dit-on, 140 ans, bien qu'il ait en fait environ 83 ans. Peale avait 77 ans à l'époque et s'intéressait de plus en plus à la façon dont une personne pourrait mener une vie longue et saine. Il partit à la recherche de Yarrow et voulut peindre son image. Peale a achevé le portrait de Yoro en 2 jours et a enregistré l'expérience dans son journal. Il a écrit « Il me semble que la bonne humeur du monsieur a considérablement contribué à la longévité de Yoro. Il a été connu pour sa sobriété, sa conduite chaleureuse. Il est souvent vu et entendu dans les rues chantant louange à Dieu et conversant avec lui. Il a dit que l'homme n'est pas bon à moins que sa religion ne vienne du cœur. Peale admirait comment Yoro avait gardé une attitude positive malgré les difficultés le long de sa vie. Dans l'image, l'artiste a soigneusement dépeint les caractéristiques physiques de Yarrow et a révélé son esprit intérieur aussi. Souhaitant en savoir plus sur la vie de Yoro, Peale a rendu visite à Margaret Bell, dont la famille avait réduit Yoro en esclavage pendant 45 ans, puis l'avait finalement libéré légalement. Elle dit à Peale que son défunt mari, Brooke, avait stipulé que si Yoro fabriquait suffisamment de briques pour construire une maison, il serait libéré. Yoro a terminé la tâche ardue, mais Brooke est mort avant la maison a été complétée. Accomplissant la promesse de son mari, Margaret libéra Mahmoud Yoro vers 1797. Et il fait partie d'une communauté noire libre d'environ 400 personnes à Georgetown. Margaret aussi a raconté à Peale les difficultés financières de Yoro. Il avait perdu 2 fois ses économies en les confiant à des marchands qui ont fait faillite. S'élevant au-dessus de ses revers, il a acheté des actions de la Columbia Bank of Georgetown.
pour sécuriser ses économies. Peel a visité la banque et a confirmé que Yoro était l'un des premiers investisseurs. Yoro Mahmoud était bien connu et très apprécié à son époque. On disait qu'il était le plus grand nageur de la rivière Potomac dans sa jeunesse et a été noté pour son éthique de travail, travaillant pour un salaire fixe pendant la journée et la nuit, fabrication de filets, paniers et autres articles à vendre. Quand il mourut en 1823, sa nécrologie disait: tous ceux qui l'ont connu savent qu'il était industrieux, honnête et moral. Près de 2 siècles plus tard, l'héritage de Yoro perdure et il reste un modèle de persévérance et une force inébranlable. L'héritage de Yoro Mahmoud. Il était un homme exceptionnel à une époque où les portraits peints étaient rares. Ceux des personnes nées en Afrique étaient encore plus rares. Sur près d'1 millier de portraits peints par Peel, Yoro était l'un des 2 seuls modèles d'origine africaine. Cette image reste l'une des plus belles de Charles Willson Peel, œuvre d'art accomplie et captive les spectateurs de tout âge. Les croyances religieuses de Yoro, en tant que musulman adepte de l'islam, le distinguent également. On ne sait pas comment beaucoup des centaines de milliers d'Africains réduits en esclavage qui ont survécu au voyage brutal à travers l'Atlantique, l'océan connu aussi sous le nom, dans l'histoire moderne, du passage du milieu vers l'Afrique. Passage du milieu, disons que c'est une thèse très récente et qu'il y a de la controverse, nous reviendrons sur ça. Donc, ce passage vers l'Amérique du Nord comportait des navires négriers composés en partie de musulmans. Car peu d'archives ont survécu, cependant la majorité venait d'Afrique de l'Ouest, une région qui avait été sous influence islamique depuis des siècles. Il avait été estimé que 10 à 20% étaient musulmans. Malgré la prédominance du christianisme aux États-Unis, Yoro est resté inébranlablement dans sa dévotion à l'islam. Selon les écrits de ses contemporains, il était admiré pour son adhésion à sa foi. En fait, dans sa nécrologie, il a été noté qu'il a été enterré dans une section de son jardin où il était connu pour prier. La famille de Yoro a également perduré. Son fils, Aquila, vivait à Pleasant Valley, Maryland, avec son épouse, connue sous le nom de Polly, qui était sage-femme, un quartier de cette ville encore connu sous le nom de Yarrowsburg. D'ailleurs, ça a été nommé d'après le nom de cette femme. À travers le portrait fascinant de Peel, l'histoire de la vie de Yoro et la vie de sa famille continue de nous inspirer et de nous impressionner aujourd'hui. Le temps était, comme le rapporte Johnston, que la région de Georgetown était noire à plus de 30%. Un marché aux esclaves y était situé et près de 1500 esclaves et plus de 200 noirs libres vivaient à Georgetown. Selon les recensements de 1800, le nombre de noirs à Georgetown a augmenté à partir de là. Mais dans les années 1950, une combinaison de politiques publiques défavorables et de gentrification conduirait la plupart d'entre eux de l'autre côté de Rock Creek. Son image avait déjà été faite en portrait, rendu par James Alexander Simpson, et exposée dans la salle Peabody de la bibliothèque de Georgetown. L'artiste Charles Willson Peel, peintre des pères fondateurs, a également capturé Mahmoud dans un portrait de 1819. Yoro Mahmoud, l'esclave devenu financier de Georgetown. Le vieux Georgetown avait un couvre-feu contre les Noirs dans les rues la nuit, mais le couvre-feu a été levé la veille de Noël pour permettre aux Afro-Américains de chanter dans les maisons des riches. James H. Johnston, je cite, « Du bateau des esclaves à Harvard,
C'est le titre de l'ouvrage qui correspond à la conférence. Yoro Mahmoud, un ancien esclave entrepreneur et propriétaire foncier de Georgetown. Mahmoud est l'une des meilleures histoires pour la plupart inconnues de la capitale des USA. Le biographe de Mahmoud, James H. Johnston, l'a exposé dans son livre et dans son témoignage devant le Old Georgetown Board, un groupe de 3 membres peu connus nommés par la Commission américaine des Beaux-Arts pour examiner les projets de rénovation et de reconstruction des propriétés de Georgetown. Cependant, c'est ce qu'a fait Mahmoud qui rend sa vie si remarquable. Il était inhabituel depuis le début. Réduit en esclavage à 16 ans, amené à Annapolis de Guinée en 1752, Mahmoud, un musulman, sait lire et écrire en arabe et écrit son nom en anglais. Il a été maintenu en esclavage par Samuel Bell, qui possédait une plantation à Tacoma Park. Et plus tard, le fils de Bell, Brooke, qui vivait à Georgetown, Mahmoud a obtenu sa liberté après 44 ans comme esclave à 60 ans. Mais il n'a jamais quitté Georgetown. Johnston décrit Mahmoud comme un fabricant de briques qui a gagné le prix fort pour son travail, notamment en tissant des paniers. Il gagnait assez non seulement pour acquérir la propriété de Dent Place, mais aussi pour devenir un financier qui prêtait de l'argent aux marchands. Il possédait des actions de la Columbia Bank of Georgetown. Il est cependant douteux que Mahmoud ait assisté aux réunions d'actionnaires. Comme Johnston l'a observé, la taverne où la banque tenait des réunions d'actionnaires servait également de site de vente d'esclaves. Le lot de Dent Place est ce qui nous amène à ce jour à la maison de Mahmoud, décrite comme une maison en rondin, qui a disparu. Elle a été remplacée après la guerre civile par une structure à ossature de bois, a déclaré Johnston, qui a été démolie en 2013 après avoir été écrasée par un arbre. Mais la propriété est toujours là, sur les terres de Washington, D.C., autrefois possédée et occupée par un esclave amené d'Afrique. On ne sait pas grand-chose de l'occupation du 3324 Dent Place parce que son histoire est enterrée, là où à ce jour elle peut rester intacte. De même, le corps de Mahmoud, qui aurait été enterré dans le coin où il allait prier, face à la Mecque. Johnston pense que les derniers restes de Mahmoud sont encore là, sous la terre. Se pourrait-il que, au 3324 Dent Place, soient contenus des artefacts de l'architecture et un corps, comme le suggère Johnston?